En 2011, elle était parmi les 50 pharmaciens qui ont reçu une reconnaissance d'un pharmacien d'honneur de l'Association des pharmaciens en établissement de santé au Québec. Avant qu'on commence avec la présentation, j'aimerais mentionner quelques détails. Premièrement, si vous écoutez cette présentation par ligne de téléconférence, s'il vous plaît rendre votre ligne muet pendant la présentation en composant l'étoile 6. Pour désactiver cette fonction, composez l'étoile 6 de nouveau. Deuxièmement, une session questions et réponses est réservée après la présentation. Pour poser une question, vous pouvez utiliser le module de questions et réponses situé à la droite des diapos ou vous pouvez soulever votre main virtuellement en utilisant l'icône du petit bonhomme localisé au-dessus des diapos. Finalement, dans les journées qui suivent, Immunisation Canada vous enverra une fiche d'évaluation avec des instructions, ainsi qu'un lien pour l'enregistrement de cet événement. Et maintenant, c'est avec grand plaisir que je laisse la parole à Dr. Mallet. Merci. Bonjour à distance. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler de la chaîne de froid, l'anthroposage et la manipulation des vaccins. En fait, ça se veut une sensibilisation aux problématiques de la chaîne de froid. La conférence va durer une demi-heure et je voudrais aussi dire que Mme Susan Bowles a fait la présentation et je l'ai adaptée. Oups, je vais aller chercher, c'est ça. Donc, il n'y a aucun conflit d'intérêt en lien avec cette conférence. Les objectifs de la conférence aujourd'hui seront de comprendre l'importance de la chaîne de froid sur l'anthroposage et la manipulation des vaccins, intégrer en pratique les lignes directrices nationales sur l'anthroposage et la manipulation des vaccins. Et il faut noter aussi qu'il y a des nouvelles lignes directrices qui sont présentement en révision. Et aussi apprendre à gérer les ruptures de la chaîne de froid ou autres problèmes qui peuvent compromettre l'intégrité des vaccins. Donc, en partant, on va définir qu'est-ce qu'est la chaîne de froid. Selon le protocole d'immunisation du Québec, l'expression chaîne de froid désigne l'ensemble des méthodes et de l'équipement nécessaire pour que les produits immunisants soient protégés contre une exposition inadéquate de température à partir du moment où ils quittent les locaux du fabricant jusqu'à leur moment d'administration. Donc, si vous voyez sur la figure, on voit qu'il y a plusieurs intervenants qui sont impliqués dans cette chaîne de froid. Donc, le fabricant, le distributeur, le dépôt des vaccins, le bureau du vaccinateur et le client. Donc, cette chaîne de froid constitue un élément important, primordial dans un programme de vaccination. Donc, pourquoi c'est important, la chaîne de froid? On sait que les vaccins sont des produits qui sont fragiles, qui peuvent être détruits lorsqu'ils sont exposés à des températures soit trop basses ou trop hautes, ou s'ils ne sont pas protégés contre la lumière. Donc, on pourrait avoir une efficacité réduite des vaccins, donc un échec au niveau vaccinal, une perte d'efficacité du vaccin si on a des effets cumulés de changement de température. Et il ne faut pas non plus oublier qu'il y a une date de péremption sur les vaccins. Et l'autre point aussi, c'est que la population, il peut avoir une confiance diminuée au niveau de la population à l'égard de la vaccination si on doit revacciner les personnes qui ont reçu un vaccin inefficace. Et en dernier lieu, la gestion des ressources, si on doit encore annuler les cliniques, se réapprovisionner et ça entraîne un gaspillage et peut apporter des coûts supplémentaires. Donc, est-ce que c'est un problème, le bris de la chaîne de froid? Selon certaines études, on sait que 17 à 37% des professionnels de la santé exposent les vaccins à des températures d'entreposage inadéquates. Donc, soit que les températures sont trop basses ou trop élevées, donc le vaccin, il peut avoir une augmentation, une diminution de la température. Il y a des expositions directes aux blocs réfrigérants, donc les ice packs, durant le transport, qui peut altérer les vaccins, et aussi d'autres problèmes durant le transport des vaccins. Donc, si on regarde quelle est la plage de température recommandée, bon, la température optimale pour un réfrigérateur est de
2 degrés à 8 degrés, plus 2 à 8 Celsius. Donc, on vise une température de 5 degrés. Pour les vaccins qui sont congelés au congélateur, c'est moins 15 degrés Celsius ou moins. Certains vaccins doivent être protégés de la lumière, donc conservés dans l'emballage d'origine. Et aussi, certains diluants, il faut être familier pour les conditions de conservation pour les différents diluants qui sont utilisés. Donc, être à l'affût des différents modes de conservation. La prochaine diapo vous montre les résultats d'une étude qui a été réalisée en Colombie-Britannique pour démontrer quelques raisons, les 3 principales raisons en fait, sur la rupture de la chaîne de froid. Donc, on voit la panne de courant, l'interruption de la panne de courant, des problèmes avec l'équipement et aussi les erreurs de manipulation. Donc, ce sont 3 raisons importantes qui peuvent causer des problèmes dans la rupture de la chaîne de froid. Donc, quels sont les éléments qu'on devrait mettre en place pour obtenir une chaîne de froid efficace? Donc, il faut former le personnel. Donc, le personnel, c'est important. L'équipement, l'entreposage et le transport. Et aussi, avoir des politiques, des procédures et des protocoles en place pour voir qu'est-ce qu'il faut faire par exemple, à quel moment dois-je prendre la température. Lorsqu'on transporte des vaccins, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il faut avoir en place ces processus-là pour nous aider dans le cheminement, dans l'entreposage et la manipulation des vaccins. Donc, au niveau du personnel qui manipule et administre les vaccins, il faut qu'ils soient formés dans toutes les étapes suivantes. Donc, comprendre, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui, l'importance de la chaîne du froid, utiliser les lignes directrices de pratique exemplaires, connaître les politiques et procédures, être familier avec les protocoles d'urgence et comprendre notre responsabilité dans ce processus-là. Au niveau de l'équipement, on sait que nos vaccins, on les store dans les réfrigérateurs. Il y en a différents. Donc, il y a des vaccins qui sont... il y a des milieux qui ont des réfrigérateurs spécialisés pour les vaccins. Donc, vous voyez un modèle dans la diapo qui est présenté. Souvent, on utilise les réfrigérateurs domestiques. Donc, il faut savoir comment les entreposer, comment organiser notre réfrigérateur pour conserver nos vaccins à la température idéale. Donc, il y a certaines zones, on va voir dans la prochaine diapo, qu'on doit utiliser. Il faut aussi éloigner les vaccins de l'évaporateur qui refroidit le réfrigérateur, donc localiser cet évaporateur-là. Connaître aussi qu'il peut avoir un effet de la température ambiante sur la température interne du réfrigérateur. Aussi, si on ouvre le réfrigérateur trop souvent, ça peut avoir un effet. Et on ne doit pas utiliser de réfrigérateur style minibar. Donc, si on regarde ici le réfrigérateur, comment on doit l'organiser. Donc, on devrait mettre, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mettre les vaccins au milieu du compartiment, puisque la température dans le bas du réfrigérateur n'est pas stable. Donc, la meilleure place pour mettre les vaccins, c'est au milieu. Ne jamais mettre les vaccins dans le bac à légumes ni dans la porte du réfrigérateur. Donc, il faut placer des bouteilles d'eau sur les tablettes vides et dans la porte, donc en bas et sur le côté. Ne jamais laisser les vaccins à l'extérieur du réfrigérateur. Et aussi, mettre nos vaccins selon la méthode du premier entrée et du premier sorti. Et avec tout ça, il faut consigner la température et la vérifier 2 fois par jour. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard sur documenter les températures. Donc, il faut organiser notre réfrigérateur en conséquence. Et vous voyez dans le centre ici que le thermomètre est aussi placé dans le milieu du compartiment. Donc, il faut s'assurer que notre réfrigérateur est bien organisé pour maintenir la chaîne de froid. Donc, il y a différents thermomètres, différents types qui sont disponibles.
Il y en a de type enregistreur de données qui compile en continu les données. Donc, ça va indiquer la durée, le moment de l'exposition des vaccins aux températures minimales et maximales. Donc, ça, c'est un genre de thermomètre de haut de gamme, là. Un enregistreur à bande de papier qui, lui, souvent est utilisé pour le transport. Donc, c'est un usage unique. Ça fonctionne avec des piles et ça enregistre continuellement la température sur une bande de papier. Donc, encore là, c'est pour le transport. Il y a un enregistreur à tracé continu. Et donc, ça nous donne un graphique qui doit être interprété au niveau des valeurs max et minimales. Et le dernier thermomètre ici, thermomètre à données minimales et maximales. Donc, ça va indiquer la température actuelle ainsi que les températures minimales et maximales. Vous voyez ce thermomètre ici là, à droite là, avec le chiffre 12,7 et 65. Donc, ça nous donne aussi les températures. Et il y a aussi des thermomètres numériques qui existent, mais il faut choisir un modèle qui affiche les températures maximales et minimales. Il y a des thermomètres qui ne sont pas recommandés, donc les thermomètres à mercure pour usage domestique, on ne devrait pas utiliser ça. Des thermomètres biométalliques à tige, donc vous voyez les exemples là, à droite, à droite de votre diapo, et les thermomètres en flacon. Donc ces thermomètres-là ne sont pas recommandés pour les frigidaires. Il faut aussi surveiller la température. Donc, ça, c'est important. Donc, il faut consigner 2 fois par jour, soit le matin en arrivant et en fin de journée. Les températures, je vais vous donner aussi un exemple d'un tableau qui est utilisé en fin de journée et en début et en fin de journée. Il faut aussi consigner la température de la pièce à l'extérieur. Donc, on a les températures minimales et maximales du réfrigérateur ou du congélateur, là, selon où nos vaccins sont placés. Et s'il y a des données qui sont hors plage recommandées pour l'entreposage, il faut s'assurer que notre thermomètre est bien calibré et protéger les vaccins si la température est hors norme. Et aussi, à ce moment-là, si on a des écarts importants, communiquer avec le bureau de santé local ou la responsable du programme d'immunisation pour obtenir des directives. Donc, selon la provenance, je ne sais pas si tous les gens viennent du Québec ou il y en a qui viennent de l'extérieur, là, de vous assurer que vous allez contacter les personnes responsables. Donc ici, la prochaine diapo vous montre un tableau qui est utilisé en Colombie-Britannique, par exemple, là, et encore là, ces tableaux-là sont différents selon les différentes provinces qui consignent les températures, la date, etc. Donc, pour avoir une idée précise de la température de notre réfrigérateur. Comme intervenant aussi, il faut savoir comment on manipule les vaccins entre les sites lors d'une séance de vaccination ou dans les situations d'urgence. Donc, on va passer à travers ces points-là présentement. Donc, qui est responsable? Il faut certainement désigner une personne responsable de la vaccination ou de s'assurer que les vaccins sont bien entreposés et bien manipulés et d'avoir une personne pour la remplacer. Et il faut limiter les accès aux personnes qui ne sont pas formées. Donc, il y a vraiment des procédures à mettre en place, des protocoles. Il faut que les gens les comprennent pour s'assurer qu'on n'a pas de bris dans notre chaîne de froid. Donc, les vaccins, lorsqu'on les reçoit, ils doivent être mis dans le réfrigérateur ou le congélateur désigné lors de la réception. Il faut faire la rotation des produits et il faut s'assurer aussi qu'on a beaucoup de vaccins qui ont des emballages similaires, de s'assurer qu'on les sépare pour ne pas avoir de problème de prendre le mauvais vaccin. Donc, également, je ne passerai pas à travers tout ça parce que c'est quand même un dossier important. Il faut s'assurer qu'on a des protocoles pour la surveillance de la température, l'entretien et la réparation de l'équipement, s'il y a un bris d'équipement qui est en contact, la gestion des vaccins, l'arrivage, qu'est-ce qu'on fait avec, comment on les entrepose, l'inventaire de nos vaccins et aussi un protocole pour l'élimination des produits du matériel ayant servi à la vaccination. Et moi, je suis au Québec, là, pour avoir regardé les documents, il existe des documents qui nous donnent des protocoles là, pour nous aider à mettre en place
de toutes ces informations. Transport des vaccins. Encore ici, il y a la période estivale, la période hivernale qui va changer probablement au cours des années, là, selon les changements climatiques. Au Québec, la période estivale est déterminée entre le 1er mai et le 31 octobre, selon la documentation que j'ai consultée. La période hivernale est du 1er novembre au 30 avril. Dans d'autres provinces, comme en Nouvelle-Écosse, la période estivale débute au début avril et se termine à la mi-novembre, et la période hivernale mi-novembre à la fin mars. Donc, il faut savoir à quel moment ces périodes-là changent. Et pourquoi c'est important? Bien, c'est pour l'emballage, si on a à transporter les vaccins. Il faut savoir comment les emballer pour s'assurer qu'on maintient encore là notre chaîne de froid. Et je ne passerai pas à travers tous les détails. Je vous ai mis un lien sur votre diapo qui décrit en fait différents emballages selon la période estivale ou la période hivernale. Et aussi dans ce document-là, ça nous donne l'information sur le type de contenant, l'épaisseur, etc. Et s'il y a des fois extrêmes, comment il faut protéger nos vaccins. Donc, et encore là, je pense que chaque province peut avoir ses particularités. Donc, on vous encourage à regarder qu'est-ce qu'il y a dans vos provinces respectives. Encore ici, à la prochaine diapo, le transport des vaccins. Il y a une façon de transporter les vaccins. Comme vous voyez ici, on ne peut pas mettre ça dans la valise de la voiture, là, donc ce n'est pas la bonne place. Et quelques considérations lorsque on transporte les vaccins, donc pas les mettre dans le coffre de la voiture car la température à l'intérieur, elle n'est pas contrôlée. Éviter l'ensoleillement, donc direct sur l'emballage, donc faire attention que le soleil ne plombe pas sur l'emballage. Ne pas les placer près d'un courant d'air provenant d'un système de chauffage ou climatisation du véhicule. Ne pas les laisser sans surveillance. Livrer directement aux personnes concernées dès que possible. Ou si on doit les transporter pour une clinique de vaccination, mais pas les laisser dans la voiture. Réduire au minimum la durée du séjour. Et aussi, la livraison doit être exclusive au trajet pour livrer aux endroits prévus. Donc, de s'assurer que le trajet soit direct. S'assurer aussi de la stabilité de l'emballage lors du transport, parce que bon, ça peut être fragile, l'emballage. Et toujours transporter l'emballage, l'ouverture vers le haut. Donc, c'est des indices, des informations qu'on doit suivre là, pour s'assurer que nos vaccins soient bien transportés. Si on doit faire une session de vaccination aussi qu'on doit transporter, il faut certainement essayer de conserver l'efficacité du vaccin, donc minimiser, dans ces moments-là, on a souvent des glacières, donc minimiser le nombre de fois que la glacière sera ouverte durant la session de vaccination. Et encore là, documenter la température pour s'assurer qu'on est dans des bons écarts de température. Donc, avant de quitter le bureau, en arrivant à la clinique, donc avant le début de l'immunisation. Et encore là, ici, ce sont les normes de la Nouvelle-Écosse. Eux autres, ils spécifient qu'après ça, aux 3 heures durant la clinique, à la fin de la session avant de quitter et à l'arrivée du bureau. Donc, chaque, encore là, province va avoir ses particularités. Donc, c'est un exemple que je vous donne pour s'assurer qu'on documente la température pour nos vaccins. Maintenant, si on a des catastrophes naturelles ou des urgences qui sont déjà arrivées partout, là, au Québec, c'est certain qu'on a eu le verglas, là. Donc, c'est certain qu'il faut mieux prévoir que guérir. Donc, si on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient, que la météo annonce, je ne sais pas moi, une catastrophe, là, ben, peut-être prévoir une perturbation du réseau si c'est prévisible, mais s'assurer que qui va être responsable, est-ce que le personnel est disponible, les numéros de téléphone importants qu'on a besoin pour, par exemple, la Société d'électricité, l'aire d'entreposage secondaire, à quelle place on va aller
entreposer nos vaccins, si on doit contacter la compagnie pharmaceutique. Donc, ces choses-là doivent être déterminées là, avant qu'on ait une urgence importante ou une catastrophe naturelle. L'entreposage alternatif, est-ce qu'il va y avoir une surveillance appropriée? Est-ce qu'aussi on peut avoir une entente en différents milieux pour transférer ces vaccins-là à un endroit qui peut être plus approprié? Et comment? Il faut aussi considérer comment on va transporter ces vaccins-là. Dans des situations comme on a eu de verglas, c'était peut-être difficile, là, et aussi sélectionner les vaccins à transporter. Donc, c'est des choses qu'il faut aussi mettre en place pour s'assurer que lorsque ces catastrophes-là arrivent, on a déjà un plan de prévu pour gérer la situation. Au niveau de bris de la chaîne de froid, il y a des politiques déjà établies qu'il faut communiquer avec le bureau de santé, le DSP, dépendamment de, encore là, quelle est la personne désignée, là, dépendamment de la région d'où vous venez. Et souvent, il y a un formulaire à compléter, donc la demande d'évaluation des produits immunisants à la suite de bris de la chaîne de froid. Et après ça, on va évaluer si les produits doivent être mis en quarantaine ou doivent être détruits. Donc ça, c'est une procédure qui va être faite. Donc la prochaine diapo vous illustre, je ne sais pas si vous voyez, là, ça a l'air un petit peu petit, là, ça a été pris, par exemple, du protocole d'immunisation du Québec qui a été mis à jour en février 2014. Et je vous ai mis la page 130. Donc ça explique un petit peu qu'est-ce qui arrive lors de cette procédure-là. Donc, on va déterminer s'il y a eu un changement dans la température. Donc, on va aller voir si les produits vont être finalement mis en quarantaine ou les produits vont être détruits selon l'évaluation qui va être faite. Et encore là, ça vous montre dans cette figure-là qu'est-ce qui va arriver suite à cette évaluation-là. Donc, il y a quand même des normes, à savoir si on va placer ces produits-là en quarantaine, si on va les détruire parce qu'ils ont été congelés ou il y a eu des débris importants. Donc ça, c'est le personne désignée là, au niveau de vos provinces ou de vos établissements qui vont déterminer ça. Le prochain point, c'est les vaccins qui ont été congelés, des vaccins qui ne devraient pas être congelés, en fait, qui sont congelés, donc congélation d'un vaccin, donc c'est un problème important parce que il peut ne pas être efficace, hein, donc il peut être mis dans une proximité du compartiment de vaccination, de congélation, donc ça peut être une raison pourquoi le vaccin est congelé. Il peut être aussi mis dans les glacières à une proximité des blocs réfrigérants, les ice packs, là. Et donc, ces vaccins-là, s'ils ne sont pas dans la température idéale entre plus 2 et 8 degrés Celsius, ils sont, ne pourront peut-être ne plus être utilisés. Aussi, il faut regarder également les diluants. Donc, si les diluants sont gelés ou congelés, là, on ne devrait pas les utiliser eux autres aussi pour administration. Il y a un test qu'on appelle le shake test ou l'épreuve d'agitation du vaccin pour évaluer s'il y a eu un dommage qui a été, ce vaccin a été endommagé, suite au fait qu'il a été congelé. Donc, l'Organisation mondiale de la santé recommande ce test-là, qu'on appelle en anglais un shake test, là. Pour le moment, au Canada, ce n'est pas recommandé. Donc, pour les gens qui sont intéressés à regarder, j'ai mis un lien sur la prochaine diapo que vous pouvez aller voir et ça va vous expliquer le procédurier, là, comment on fait le test d'évaluation, l'épreuve d'agitation du vaccin là, pour évaluer si le vaccin a été endommagé. Donc,
je vous ai dit que c'était une sensibilisation qu'on faisait aujourd'hui là, au problème de la chaîne de froid là, avec les vaccins. Donc, en conclusion, j'espère que vous avez compris l'importance de la chaîne de froid dans l'entreposage et la manipulation des vaccins. Ce sera aussi important de revoir les lignes directrices nationales sur l'entreposage et la manipulation des vaccins. Donc, il y a des lignes directrices qui sont très bien faites. Il faut quand même noter que là, il y a une mise à jour qui est en train de se faire. Les prochaines lignes directrices vont être publiées sous peu. Donc, s'assurer qu'on soit à l'affût de ça. Et aussi, ce serait important de revoir si vous avez eu des problématiques, vos rapports d'incidents sur la rupture de la chaîne de froid pour s'assurer qu'on ne fait pas les mêmes erreurs ou qu'on n'a pas les mêmes problèmes qui arrivent là, dans les prochaines étapes. Donc, souvent, là, lorsqu'on regarde ce qu'on a fait, là, ça nous aide à éviter des problèmes. Moi, je serais prête à prendre des questions pour les gens qui ont des questions ou des commentaires sur la conférence que je viens de donner. Là. Je pense que j'en vois déjà passer. Là, j'ai une question. Donc, Louise, la première question vient de Caroline Boisvert. Elle demande, sait-on si tous les vaccins... voyons, je ne vois pas toute la question. Non, je ne vois pas toute la question. Est-ce que vous voyez la question, Louise? Non, moi, je ne vois pas cette question-là. Je vois quelqu'un qui fait un commentaire au Québec avec le comité d'immunisation existe une procédure sur le test d'agitation lors des gels de produits. Oui. Ça, donc, Suzanne Rajotte, merci de l'information. Mais c'est au niveau canadien, ce n'est pas encore recommandé. Donc, au Québec, merci de l'information. Est-ce que vous le faites? Suzanne, est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait, le test d'agitation? Oui. OK. Ça fonctionne? C'est beau? Oui, souvent, c'est beau. Donc, vous voyez qu'à travers le Canada, les procédures sont différentes. Et Louise, on voit aussi une question pour la vaccination des écoles. Est-ce qu'on doit prendre la température? Vous voulez dire, est-ce qu'on doit prendre la température ambiante? C'est ça la question? Oui. Ça a l'air que oui. Thérèse Beaulieu, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ah, la température des glaciers. Ben là, je vois la température des glacières. Ben, je vous disais tantôt que, en fait, moi, j'ai fait la conférence très large parce que il y a des recommandations spécifiques à différentes... on nous dit, par exemple, qu'en Nouvelle-Écosse, selon leur procédurier, ils doivent prendre les sections de vaccination en clinique. Bien, pour moi, aussi, on transporte des vaccins d'une glacière. On dit de prendre la température avant de quitter le bureau dans les glacières, en arrivant à la clinique, aux 3 heures durant la clinique, à la fin de la session et à l'arrivée au bureau. Au Québec, je peux regarder plus spécifiquement où il y en a qui peuvent m'aider là-dessus. Là. Oui, on doit faire la rotation des produits. J'ai une question qui vient de rentrer. Donc, il y a des protocoles qui demandent de prendre la température dans les glacières, parce que si on est dans un endroit qui n'est pas climatisé, qui est trop chaud, c'est certain que ça peut avoir un impact. Puis aussi, si on ouvre les glacières trop souvent, ça peut avoir un impact sur les vaccins. J'essaie de... OK. Donc, pour la question, pour retourner à les questions et réponses, Caroline Boisvert, sa question est, sait-on si tous les vaccins sont sensibles à la lumière ou a-t-on identifié certains produits en particulier? Non, ce n'est pas tous les vaccins qui sont sensibles à la lumière. Je peux vous envoyer la liste si vous en avez besoin, là, mais ce n'est pas tous les vaccins. Donc, demande à quelle fréquence doit-on faire la rotation des produits?
J'ai pas la réponse tout de suite. C'est certain qu'il faut garder les dates de péremption, là, comme je fais ma rotation des produits comme pharmacienne. Là. Les derniers arrivés vont en arrière, c'est certain, mais aussi il faut garder les dates de péremption. Donc, Je m'excuse si je rate votre nom, c'est Boutina Boukidida. Elle demande, est-ce que le suivi des températures quotidiennes s'applique autant pour les réfrigérateurs spécialisés que domestiques? oui, les températures doivent être prises 2 fois par jour. OK. Louise Harvey demande, concernant la température de la pièce, c'est quoi? En fait, c'est la température ambiante de la pièce. S'il y a des écarts de température qui fait trop chaud, trop froid, ça peut avoir un impact sur le frigidaire aussi. Donc, ça va être pris en considération lorsqu'on va évaluer globalement le tableau, lorsque vous avez votre tableau avec les températures. Il pourrait avoir un impact sur la température du frigidaire aussi. Parce que, je ne sais pas, moi, s'il y a un endroit qui n'est pas climatisé, moi, je regarde le milieu hospitalier où je travaille, là, on n'a pas de climatisation, donc souvent, l'été, il fait chaud. Donc, si l'extérieur est chaud, ça peut avoir un impact sur la température de l'intérieur de notre frigidaire. Et Lynn Longchamp, elle demande si nous avons un réfrigérateur commercial avec charte papier, doit-on aussi avoir un thermomètre Minimax en plus, donc 2 thermomètres sur le même frigo? Mais vous avez déjà un thermomètre, un réfrigérateur spécialisé? Si je comprends bien, ça dépend du thermomètre que vous avez dedans. Il y a peut-être un thermomètre à données continues. Il faudrait peut-être revoir quel thermomètre vous avez déjà dans ce frigo-là. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de 2, vous avez besoin de celui-là parce qu'il y en a différents. Là. Peut-être regarder qu'est-ce que vous avez sur ce réfrigérateur spécialisé-là. Et on a une personne qui a levé la main, c'est Diane Langevin. Diane, c'est quoi votre question? Moi, j'entends pas. Ça se peut que ça prend 1 minute. Donc, on va passer à la prochaine question. Diane, quand tu es prête, on ne peut pas vous entendre à ce moment, mais dans quelques minutes. Sylvia Collard demande pourquoi éviter les frigos mini-bar? Ah, parce que c'est pas conforme, c'est petit, on peut pas mettre de bouteilles d'eau en dessous, donc c'est pas efficace pour conserver des vaccins. Suzy Léonard demande quelle est la température idéale pour la pièce? Ben, une température ambiante, c'est quoi? 70 degrés, je sais pas à peu près, là. Il faudrait que je regarde exactement une température ambiante, température de 70, 72 degrés, là. OK. On a une main levée, c'est Lucie Piquette. Est-ce qu'on peut entendre Lucie Piquette? Louise, est-ce que tu entends la question? Non. Attends, j'ai peut-être connecté mon service audio. Attends. Oui, oui, OK. Alors, Lucie, je t'attends. Je t'entends, juste une seconde. Louise va ouvrir. Qu'est-ce que je fais au réglage de mon show, c'est correct. Je vais aller ouvrir excusez, connecter mon service audio. Non, c'est juste à côté. L'autre, où est-ce que je vois le volume? Oui, c'est ça. C'est pas mettre en silence, mais les autres parleurs. Ben, mes haut-parleurs sont réglés, ils sont élevés. OK, donc Lucie, on devrait t'entendre. Ici, je t'entends pas. Attends une minute. Non, ça c'est correct. Écoutez. Ah, OK, là, j'entends. Allô? J'entends juste des brides. Ah, là, j'entends, c'est qui?
OK. The conference Ça a is l'air no longer in lecture mode. normal. Allô? Oui. Ça- Allô? The conference is in lecture mode. OK. Donc, on va retourner à les questions. Ling Longchamp répond encore à sa question. C'est relatif au réfrigérateur commercial avec la charte papier. Elle dit oui, données continues. Donc ça, c'est relatif, Louise, au réfrigérateur commercial avec la charte papier. Doit-on aussi avoir un thermomètre Minimax? Non, parce que ça, c'est le thermomètre qui est déjà dans c'est un des thermomètres qu'on peut utiliser. Donc, c'est le thermomètre qui est déjà qui est déjà là. Donc, c'est un bon thermomètre qui va enregistrer. C'est un des thermomètres, différents types de thermomètres. Donc, entre autres, on pourrait utiliser celui-là. On n'a pas besoin d'avoir un autre avec ça. C'en est un thermomètre qui va nous indiquer la durée, les moments d'exposition des vaccins aux températures minimales et maximales. Donc, vous allez avoir ça en continu. Il va y avoir des données sur 24 heures. OK. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un autre thermomètre avec ça. OK. Nathalie Villeneuve demande est-ce que le PowerPoint sera disponible? Oui, Nathalie, le PowerPoint sera disponible dans les prochains jours. Chantal Bourque, vous avez parlé qu'il ne faut pas mettre le vaccin dans le bas du frigidaire. Est-ce que c'est pour tous les frigidaires? Oui, parce que la température est différente. Donc, il faut le mettre au milieu. Donc, vous avez vu l'organisation, la figure qui montrait un frigidaire. Là. Donc, la meilleure partie, c'est dans le milieu parce qu'il n'y a pas d'extrême de froid. Là. Donc, c'est cette partie-là qui est plus appropriée. Et dans le bas, on met des bouteilles d'eau. Et sur les côtés aussi, probablement pour contenir pour maintenir une température idéale. Donc, il faut le mettre au milieu du compartiment. Et pas dans le bac, c'est dans le bas, c'est dans le bac à légumes, là, la température est plus froide. Là. OK. Daniel O'Connell, demande si il est recommandé par la DSP Montérégie d'avoir 2 thermomètres, même si un en continu, car si l'un des 2 thermomètres fait défaut, on peut valider avec le second. Ah, procédure, pas locale, mais oui, c'est correct. Si c'est ça que vous avez dans vos procédures, il n'y a pas de problème. C'est certain que vous avez prévu en cas où il y a un bris. Donc, il y a un plan B. Excuse-moi, Lucie, tu peux aller. Ça va. Diane Langevin. Bonjour. Les cliniques médicales branchées à une compagnie de surveillance de température 24 sur 24 heures devraient-ils également munis d'un thermomètre Minimax afin de pouvoir documenter les températures en cas de BCS? Regardons la compagnie de surveillance avis d'un problème de régulation de température, mais ne peuvent pas donner de précision quant à la température atteinte. Donc, vous avez une compagnie qui fait le suivi c'est ça, je comprends? Ça a l'air que les cliniques médicales branchées à une compagnie, oui. Il faudrait que je vérifie, puis je vous donnerai la réponse. Donc, vous voulez savoir s'il faut un autre, quel genre de thermomètre il faut là-dedans? Oui, puis afin de pouvoir documenter les températures en cas de bris. Parce que si vous êtes branché avec en tout cas, je ne sais pas la particularité, je vais regarder, là, je dois vous dire que je ne suis pas trop au courant de ça, mais il faudrait qu'on puisse vous fournir les températures qui sont appropriées pour les vaccins. Parce que si vous n'avez pas accès à ces données-là, vous ne savez pas quel est l'état de la situation, là. Parce que si je dois être entre 2 et 8 degrés Celsius, puis j'ai pas d'idée de ma température max, puis ces gens-là devraient en tout cas, ma première réaction est que vous devriez avoir accès à ces données-là comme personne qui va administrer les vaccins. Parce qu'autrement, est-ce qu'il y a eu un bris de la chaîne de froid et vous ne le savez pas?
Donc, vous pouvez peut-être demander que c'est, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui gère les données, puis il y a quelqu'un qui devrait être responsable. Comme moi, je vais aller écrire mes températures 2 fois par jour, hein, puis je regarde, je suis correct, mais il y a quelqu'un qui devrait aller voir au niveau de la compagnie, il doit y avoir un processus de la qualité, là, de s'assurer que nos températures sont correctes, là. Louise, Diane répond que plusieurs cliniques médicales ont des frigos domestiques sur surveillance de température et refusent d'avoir des min-max. Et ils prennent quoi? Ça, c'est une question. Des thermomètres, comme on dit, en continu, à tracer continu ou un enregistreur de données? Ça a l'air que... Ça pouvait nous dire quel thermomètre. Ben, ils doivent utiliser un thermomètre s'ils ne veulent pas avoir min-max. Ça a l'air que non. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Dr. Mallet? Moi, je vais faire le suivi des réponses que j'avais pas, là. Donc, Lucie, je te les enverrai, puis on pourra les envoyer en pièce jointe avec le PowerPoint. Okay. Oh, il y a plusieurs questions. OK. Premièrement, Diane répond, plusieurs cliniques, non, il répond qu'ils sont sous surveillance de température et qu'ils vont être avisés s'il y a un problème. Donc ça, c'est un cas un peu spécialisé. Oui, mais donc, il y a quelqu'un qui fait le suivi et dans la procédure, s'il y a un problème, on fait le suivi, c'est correct. Mais c'est ça, il y a quelqu'un qui doit être responsable de regarder ces données-là et s'assurer qu'on a les bonnes valeurs, là. Même si c'est pas c'est pas les gens sur place, on a donné ça à une clinique spécialisée, je sais pas, à quelqu'un, une clinique spécialisée, là, je sais pas. Donc, c'est ces gens-là qui doivent vous aviser s'il y a quelque chose qui ne va pas, là. Dans votre procédurier, ça devrait être marqué. Donc, vous le savez dans le fond, là. Selon ma compréhension de votre commentaire. OK. On a un commentaire. Lynn Beauchamp. Bonjour, je n'ai pas de questions, mais j'aimerais que l'on puisse m'acheminer la liste des vaccins qui sont sensibles à la lumière. Oui, je vais le faire. OK. Donc... Puis aussi, il y a des diluants qui sont sensibles à la lumière. Je vous enverrai la liste. OK, parfait. Merci, Louise. Merci à tout le monde. Les diapos et ce séminaire a été enregistré. Donc, comme mentionné au début de ce séminaire, le lien pour accéder à cette conférence sera parvenu par courriel. Vous aurez le recevoir par courriel et vous pouvez accéder à volonté après ce lien. Donc, je vous remercie beaucoup et je remercie beaucoup à notre conférencière. Excuse-moi, Lucie. Je ne voulais pas interrompre. Je voulais dire aux participants, s'il y en a qui veulent avoir les références, je pense que vous avez probablement tous, mais s'il y en a qui veulent avoir les références plus spécifiques, bon, ils sont faciles à trouver sur le site Internet, c'est certain. Ou s'il y en a qui n'ont pas accès, de peut-être envoyer un message à Lucie et on pourra vous les faire parvenir. Absolument. Merci, Louise. Merci à tout le monde. Bonjour.